On va pouvoir s'enchaîner avec, on va rester dans le même thème, hein, toujours dans le doublage, et on va parler, on va faire un petit débat autour du doublage générique. On attaque dans le VF ou VO, Mano? Moi, j'ai toujours regardé en VO, même mes mangas, tous les films, etc. J'aime beaucoup la langue de base, en fait, qui est utilisée dans le film. Ça me plaît d'entendre les voix étrangères, etc. Et c'est ça qui me plaît vraiment le plus quand je vois des films étrangers ou des séries étrangères, d'entendre vraiment les voix de tous les pays différents. Que je pense que ça soit espagnol, japonais, français, chinois, etc. C'est ça qui me passionne vraiment dans ça, dans la VO. Genre d'entendre la voix qui a été faite pour le personnage. C'est ça, la voix du personnage et la langue en fait qu'il utilise, et d'entendre vraiment les connotations qu'on n'a pas forcément en France et qu'on peut retrouver. C'est ça, les accents. Les accents, les trucs, c'est ça qui me passionne vraiment. C'est que pour moi aussi, je suis d'accord avec Mano, c'est que la voix du personnage, enfin la voix de l'acteur, c'est une partie de son jeu, c'est une partie du personnage. Et même si en France on a un doublage qui est magnifique, vraiment un travail incroyable, ça remplacera jamais la VO malheureusement, même si y a vraiment beaucoup d'efforts, que derrière il y a vraiment des acteurs derrière qui mettent toute leur âme dans ces personnages. C'est pas ce qui a été proposé par le réalisateur, par l'acteur, c'est pas l'idée même du film qui en ressort dans ce doublage. Mathias, t'as pas l'air. En fait, le problème, c'est que si on reste sur les films, c'est que, et pour moi, je vais m'orienter films américains, c'est que ce qu'on a comparé à nos voisins lointains, les Américains, c'est qu'on a la règle, enfin, je sais pas si c'est une règle, mais aux États-Unis, on fait 80% où on retourne les scènes, c'est pas du doublage à proprement parler, mais tu refais les scènes à la voix. Parce que tu filmes, mais tu ne peux pas entendre ce qui se passe directement. Il n'y a pas du son direct. Et le reste, les 20% du film, c'est du son direct. Alors qu'en France, on a 80% de son direct, en moyenne, dans un film, et 20% de son retravaillé derrière. Et donc, pour moi, je pense que, évidemment, c'est pas le même travail, quand on redouble un film américain. Mais il y a eu un moment où l'acteur américain et le doubleur français ont été dans la même situation, qui a été de retranscrire un jeu à la voix, à travers une image. Et donc, je trouve que moi, ça me dérange pas tellement la VF, quand elle est bien faite. Ah, quand elle est bien faite. Après, c'est toujours intéressant, de toute façon, d'entendre la VO et la VF quand on regarde un film, d'entendre vraiment toutes les langues et de la façon dont elle a été travaillée. Est-ce que vous, la VF et VO, ça s'accorde un peu au moment où vous la regardez? Est-ce que sur une série, peut-être un petit peu plus longue, ça vous dérange pas de, regarder tout en VO? Et puis, quand vous mangez, vous passez en VF et Ouais, c'est ça. Moi, c'est avant de dormir, Avant de dormir, quand je mets une petite série ou un petit film avant de me coucher, je mets en VF, comme ça je peux toujours entendre tout, en fermant les yeux quand même. Et toujours avant de dormir, je mets en VF. Comme ça, toute la nuit, tu t'apercevras que t'as vu 7 saisons de la série que tu regardais. 7 saisons, et après je reviens au début pour retrouver l'épisode. Toi aussi, Mathias, c'est un peu comme ça, des fois, dès que tu manges, où tu peux quand même lire les sous-titres et Ah non, ça par contre, pour moi, c'est soit je mets en VF, soit en VO, et je peux pas me dire, je mets en VF parce que si, ou je mets en VO parce que ça, pour moi, c'est un choix, même si je vais me coucher, je préfère mettre en VO, quoi, genre, pour moi, c'est vraiment un choix avant de volonté de confort, parce que moi, je suis vraiment dans le confort quand je vois un film, une série ou quelque chose comme ça. Je choisis, c'est pas, je m'impose pas quelque chose. Moi, par exemple, pour Game of Thrones, je sais que j'ai commencé les 2 premières saisons en VF, et de passer en VO, c'était quelque chose. Alors déjà, on a tous ces repères qu'on peut avoir sur les personnages, etc. Bon, je parle plus précisément des séries, parce que pour les films, soit c'est 1h30, 2 heures, soit on regarde en VF, soit en VO, il n'y a pas trop de changements. Mais c'est plus sur les séries où l'adaptation est peut-être un peu plus longue, etc. Et je sais que j'ai préféré quand même la VO pour les bruitages, pour la qualité sonore également. Le travail qui est fait vraiment sur le son est moins dégradé par une VO qu'une VF. Toi, Enzo, c'est un peu la même chose. Moi, c'est comme quand tu disais pour manger, par exemple, c'est plutôt pour des petites séries un peu chill, des sitcoms, tout ça, vu que les blagues sont pas vraiment traduites mais retravaillées. Du coup, t'as une nouvelle vision, et le voir en français et le voir en VO, c'est 2 choses différentes. Du coup, regarder des épisodes en VF pendant que je mange, ça me dérange pas, parce que il y a des changements, il y a quelque chose. Mais après, c'est vrai que sinon, maintenant, je regarde beaucoup plus en VO, à part quand il y a que la VF de disponible. Parce que moi, je sais que ce qui me perturbe souvent dans les séries, la VF, c'est que, par exemple, Friends, tu prends un hasard comme ça, c'est que souvent, entre les saisons,
t'as pas les mêmes doubleurs, t'as pas les mêmes les comédiens de doublage, et ça fait très bizarre quand tu passes d'un épisode à un autre, dans une voix différente, peut-être, ouais, ça c'est terrible. Tu connectes une voix, tu fais d'accord, cette voix, c'est ce corps, et puis d'un coup, ouais, tu t'habitues à cette voix. Surtout dans les dessins animés, ah ouais, les dessins animés. Les personnages, c'est vraiment, t'as une appropriation que tu regardes en VF ou en VO et que t'as un changement. C'est terrible, genre, vraiment. C'est pour parler des dessins animés. Toi, il y a des blagues qui sont plus adaptées en VF pour nous, français qui regardons, on peut plus comprendre cet humour-là, vu que c'est retraduit. Par exemple, on va revenir sur Rick et Morty. Toi, Mathias, c'est quoi, c'est VF ou VO, Rick et Morty? Pour moi, c'est la VF. Quand j'ai regardé en VO, quand je réagissais, c'était c'est marrant. Mais en sachant que c'est marrant vraiment, alors qu'en VF, il y a une sorte d'application qui est beaucoup plus directe où c'est comme si tu discutais avec quelqu'un et qui te fait une blague instantanément et tu rigoles à ce moment-là. C'est pas je lis la blague, on dirait que j'ai l'air demeuré et que je dois prendre 20 ans pour lire une blague, mais c'est plus l'idée d'immersion qui, pour moi, j'ai quand même un pied de recul quand je vois en VO que quand je vois en VF un dessin animé. Je suis d'accord avec toi parce que vraiment, quand t'es en VF, vu que la blague est retravaillée, c'est vraiment, ça te touche beaucoup plus, c'est plus adapté à nous. Alors quand tu lis les sous-titres, souvent, il y a des foirades dans les sous-titres et t'es en mode c'est pas très drôle. Et c'est surtout sur les séries américaines ou les animés où des fois ça me dérange moins de regarder en VF certains, surtout les trucs humoristiques où je me dis que je comprendrais peut-être mieux les blagues. Mais après par contre pour les animés un peu plus vénères, je sais que les seiyuu, c'est les doubleurs japonais, ils mettent vraiment toute leur âme et vraiment on est à fond dedans et vraiment on ressent vraiment tout ce qui se passe dans l'action. Moi, je pense que je suis un peu un schizophrène des langues, genre les films préfère en VO, les séries ça dépend, les dessins animés plutôt la VF, les animés ça dépend aussi. C'est vraiment des profils. Ouais, ça dépend. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Mais en tout cas, la VF, c'est vraiment quelque chose qu'il faut quand même respecter, c'est que c'est un travail vraiment acharné pour préparer ce débat. On s'est renseigné, on s'est vraiment rendu compte à quel point il y a un travail derrière, il y a des équipes, il y a vraiment des gens qui mettent toute leur âme dedans. Et gros big up à eux, vraiment. Je pense pas qu'ils sont sur le stream, mais gros big up à eux quand même. Si un jour ils entendent. On a les meilleurs doubleurs du monde, je pense. En France, on peut le dire. Ouais, mais c'est souvent de longues études de théâtre avant, et, parce que c'est vraiment s'interpréter dans leur rôle, etc. C'est assez compliqué. Je me suis entraîné moi sur le truc japonais et tout. Avant l'émission, je sais que Mano a testé de redoubler. C'est pas facile. Hein. Ouais, du coup, on a la séquence de Mano qui double en japonais. Voilà, de suite la séquence. En parlant de ça, il y a beaucoup de vidéos. Là, on l'a pas aujourd'hui, mais c'est des doubleurs de Dragon Ball. En VF, où vraiment on sent vraiment qu'on voit des images où ils se pètent vraiment à fond. Des fois ils sont au bord de l'évanouissement, ils se donnent à fond comme les doubleurs japonais. Et c'est le rendu est quand même incroyable et il faut reconnaître que vraiment il y a du cœur quand même dans ce qui est fait en France par rapport à d'autres pays comme les États-Unis où ils font pas vraiment les efforts, ou même en Allemagne où le doublage est beaucoup moins important. À les oublier en soi, et puis moi je trouve que McFly et Carlito, ils avaient fait un bel hommage là, en une vidéo avec eux, avec certains doubleurs de certains. Il y a aussi John Rachid qui a une émission, je ne sais plus le nom exactement, mais il a des lives où il en parle, où il invite des doubleurs et ils reviennent sur les rôles qu'ils ont interprétés. Et c'est intéressant. C'est vraiment un fun. Ce métier doit-il rester dans l'ombre? On a quand même des popularités qui sont décédées récemment, hommage à eux, mais il n'y a pas tant de comédiens de doublage qui sont connus. Est-ce que pour vous c'est un métier qui doit rester dans l'ombre ou un métier on doit reconnaître d'une certaine manière les doubleurs? Je pense qu'en fait si on connaît leur visage, on va directement associer leur voix à leur visage. Je suis tout à fait d'accord. Donc forcément, là je parle d'animé plus particulièrement, par exemple dans les Disney ou quoi, si on entend une voix, on va se dire c'est la voix de un tel ou d'un tel et on va s'imaginer directement son visage. Alors que s'ils sont dans l'ombre, on s'identifie directement au personnage. Ouais, c'est ça. Mais après, je trouve que c'est quand même bien de les reconnaître et de savoir qui c'est et que quand même ils se donnent un mal acharné pour nous quoi. Parce qu'après t'as quand même quelques exceptions de star talent. C'est quand on appelle des stars vraiment connues, enfin du moins qu'on connaît et qu'on va les appeler pour du doublage. Et je sais pas si vous saviez, mais dans Nemo, Marin, c'est Franck Dubosc. Et je sais que quand j'ai su ça, j'étais genre comment ça Franck Dubosc, tu passes de camping à Nemo.
et que quand t'es petit, genre, c'est pas très long, là. ouais, non, mais il y a la mer, hein. Mais non, mais c'est, quand t'es petit, bah, déjà, t'as pas la notion de Franck Dubosc. Quand tu revois le film, tu penses pas, tu vois pas Franck Parce Dubosc. qu'il y a un travail en même temps derrière, il s'est quand même donné, alors que t'as des stars qui viennent juste pour le nom. Par exemple, il y avait, c'était le Spider-Man Into the Spider-Verse où t'avais plusieurs joueurs de foot qui étaient venus, tu les connais vraiment. T'as Olivier Giroud qui a Il y a Nekfeu, je crois. Ouais, enfin voilà, tu vois. C'est juste pour avoir des noms et et là tu remets vraiment une tête sur le personnage. Du marketing. C'est terrible. Ouais, non, ce que tu disais, Mathias, c'est bon, là, on était vraiment sur un acteur hein, qui passe devant l'écran et qui est star du coup et qui du coup a les compétences de comédien pour doubler finalement. Mais on voit de plus en plus les influenceurs et les stars, comme tu disais, qui se mettent à doubler, à obtenir des rôles, que ce soit, là on va rester sur le cinéma, peut-être sur les séries, j'ai pas de confirmation, mais aussi sur les jeux. Et c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas des formations de théâtre, comme tu le disais Mano. Et donc pour vous, est-ce que certes pour faire de l'entrée c'est bien, mais derrière pour les personnes qui regardent en VF c'est plus difficile. Moi, je pense que c'est totalement inutile puisque c'est juste du marketing, mais ça apporte rien au film puisque souvent, quand ils les utilisent, je me souviens, c'était Squeezie, c'était pour l'adaptation de Ratchet & Clank. C'est pas vraiment Squeezie qui va faire vendre Ratchet & Clank, tu vois, c'est un jeu vidéo, les fans vont y aller, les enfants vont y aller. Est-ce que vraiment l'importance d'avoir un Squeezie dedans, ça va vraiment servir à quelque chose? Je pense vraiment que c'est pas une très bonne idée, à part quand c'est des acteurs comme Franck Dubosc qui se donnent, qui ont vraiment une expérience derrière et qui peuvent apporter quelque chose. Il y a aussi... Mais voilà, quand c'est des acteurs, c'est vraiment dans le doublage animé, par exemple, c'est vraiment intéressant de les avoir. Ou alors là, Gérard Depardieu, est-ce que tout le monde s'est rendu compte qu'il doublait John Travolta? Après, quand c'est des influenceurs, je pense vraiment que c'est la pire des idées. C'est pas, ils ont aucune référence, aucune performance. Pour moi, ça peut réserver quelques surprises, mais ça revient au problème de base, c'est le jeu. Tu sais pas jouer, ça se voit, ça s'entend et ça vend rien. Je sais que par exemple, c'est pas un influenceur, mais il fait un peu partie d'un domaine qui est pas tant le sien ou qu'on le voit pas dedans. C'est Orelsan pour Saitama dans l'animé One Punch Man. Ah ouais, moi j'ai entendu Orelsan, j'ai fait mais pourquoi on le prend lui? Enfin, je vois pourquoi, mais est-ce qu'il a vraiment ce talent de comédien? On le connaît tous pour ce loser dans son canapé avec Gringe. Est-ce qu'il a ce gabarit pour prendre un super-héros qui, rejoint quand même ce côté flemmard, mais il y a des moments épiques, il y a des moments faut se donner, il y a des moments charismatiques. Ça marche. Pour le coup, c'est des voix où on a déjà un visage dessus finalement. Ouais, tu sens quand même qu'il est là. On le sent. On le sent en mais fait. Je trouve qu'il est bon. Il arrive à des moments où on demande de fouiller au fond de lui et de nous sortir une émotion, qu'il y arrive et que tu oublies que c'est Orelsan à ce moment-là. Je trouve que ça va bien avec le personnage qui est tout le temps blasé et c'est, en fait, je pense vraiment Orelsan, il s'est joué un seul truc, c'est le mec blasé, du coup ça marchait vraiment bien. Et quand tu vois Saitama quand le One Punch Man dans cet animé quand il est vénère, il a pas l'air vénère, il fait juste coup de poing, tu vois, genre il est tout tranquille, il fait multiples coups de poing vénère, il dit juste ça, donc tu le sens que c'est pas une performance qui est à la hauteur de certains doubleurs et je pense qu'il y a vraiment des doubleurs, c'est déjà un milieu très restreint. Si on commence à prendre des places aussi importantes, ça va être dangereux pour la suite du métier et déjà qu'en plus il y en a certains qui commencent à se lancer sur YouTube, à être connus. Même eux, tu commences à par exemple Donald Renew qui double Titeuf, qui double des acteurs comme Jesse Eisenberg, Jonah Hill. À un moment donné, les voix qui se répètent, tu commences aussi un peu à le connaître. Du coup, même le métier intrinsèque de doubleur, il commence quand même à y avoir des visages qui se dessinent derrière les voix, que ce soit juste du doublage ou alors des personnages interprétés d'animation. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait si c'est un métier de l'ombre ou non, je trouve que ça doit le rester. Oui, mais qu'il faut le considérer et le respecter et ne pas le mettre reconnaissance, bien sûr. Mais après, moi je comprends pour revenir à ça, les stars qui font ces voix, je comprends pourquoi elles le font. Enfin, ça doit être vraiment un véritable kiff de donner sa voix à un personnage animé ou à un autre personnage et de l'entendre après. Ça doit vraiment être plaisant en fait à faire, à travailler, etc. C'est tellement mystérieux en fait ce milieu que ils ont envie de donner envie aussi aux gens de découvrir un peu. Du coup, on le disait au début, c'est ce genre d'émissions, de vidéos qui présentent un peu ce métier de l'ombre.